L'autisme, ce trouble du développement qui empêche les enfants de mieux communiquer, de s'adapter, de s'insérer dans la société est mal connu en Afrique et en Côte d'Ivoire. Les enfants qui sont touchés sont traités de sorciers, sont rejetés et sont marginalisés. Et pourtant, même si on ne guérit pas de l'autisme, un traitement précoce et une prise en charge peuvent permettre à l'enfant de bien se développer et de pouvoir avoir une vie normale. Alors aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on met la lumière sur ce trouble qui touche beaucoup d'enfants, mais qui est très peu connu. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris. Hello, hello, comment ça va? Ça va, et vous? Ça va bien, merci. Génial. Ouais, alors, comme un mercredi, Ouais. comme deuxième jour du Ramadan. Oui, deuxième jour du Ramadan. Ça va, vous tenez le coup? Écoute, Toi aussi, ça c'est rien ça. Hey, nous on fait les vrais trucs ici. Oui, ma chérie. franchement, ça va, on tient le coup. Moi, je trouve que pour l'instant, tout va bien. Non, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, généralement, les 10 premiers jours, ça va. Hein. C'est ça. En fait, t'as toujours un moment où ça commence, tu sens la fatigue. Et c'est pas vraiment la faim, c'est la fatigue, c'est juste Ça, le... c'est la Ouais. fatigue. tu vas C'est là où vous êtes vraiment sollicité. Spirituellement, vous devez tenir Ah le oui, coup. oui, oui, Exactement. c'est là le challenge s'installe. Mais bon, écoute, Ça va aller. on n'est pas les seuls et on y arrive clair. très bien. Bon courage. Bon, comme l'a dit Kadi tout à l'heure, merci. D'ailleurs, je n'ai pas répondu, pardon. Comme Kadi l'a dit tout à l'heure, on parle de l'autisme, qui est donc un trouble qui touche pas mal de personnes, les enfants en particulier. C'est eux, en tout cas, qui sont le plus concernés parce que ça se développe à un très jeune âge et que ça peut poser problème en termes d'apprentissage, de communication notamment. Alors, qu'est-ce que vous en savez de ce trouble ? Alors écoute, moi, j'en sais pas vraiment grand-chose. Hein. J'avoue, dans ma famille, nous n'avons pas ce cas. Mais je sais que j'ai une amie dont son fils est autiste. Je sais que c'est pas évident. Surtout quand on est mère célibataire, c'est pas évident de s'occuper. C'est son cas ? C'est son cas. Ouais. C'est pas évident. Néanmoins, elle s'en sort bien. L'enfant aussi est bien entouré. Et, il a eu aussi une prise en charge quand même. Pas une prise en charge, mais je dirais il a quand même des personnes autour de lui qui l'aident. Et en plus, et je pense qu'on va en parler, c'est que ces personnes qui sont autistes, ils ont souvent des capacités intellectuelles ou sensorielles très poussées que nous-mêmes, les humains, les personnes normales, je dirais, n'ont pas. Cet enfant, par exemple, il est excellent au piano. Il te fait de ces trucs de fou, mais c'est pas possible. Ouais. Mais je pense que ce sont des enfants qui méritent quand même... d'être considérés au même titre que les autres, parce que ce sont mais juste qu'ils sont un peu différents, c'est tout. Faut juste... Alors moi, comment est-ce que j'ai entendu parler de l'autisme? C'est avec la série The Good Doctor. C'est une série où il y a un chirurgien qui est autiste, et c'est la première fois que j'entendais parler d'autisme. Et il est très intelligent. Je pense qu'ils ont fait exprès de faire cette série-là pour nous montrer un peu que les autistes ne sont pas forcément... Ouais, parce que généralement, en Afrique, ce qu'on voit, c'est les autistes, c'est des enfants qui ont le regard un peu vide, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont dans leur coin, qui sont isolés. Et avec cette série-là, on a vu que si ces enfants-là sont accompagnés, ils peuvent développer autre chose tu vois, parce que eux, ils n'ont pas peut-être forcément, ils sont pas dans le même canevas que nous, mais ils peuvent développer autre chose et ils sont du coup surdoués. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler des autistes et je pense que ça doit vraiment pas être facile au quotidien de vivre avec une personne, déjà un handicap simple, c'est pas facile, mais encore un handicap où il y a avec le cerveau, moteur et tout. Alors c'est marrant que tu parles de cette série que je connais pas. Moi, la première fois que j'ai vu, disons, une forme d'autisme dans les médias, c'était dans Rain Man. Je sais pas si vous connaissez ce film avec Dustin Hoffman, qui joue aux cartes. Il sait compter les cartes. Du coup, il y a en fait, en gros, il devient arnaqueur à Vegas. Mais quoi qu'il en soit, c'était aussi à la fois montrer ses capacités intellectuelles qui étaient, enfin, pas intellectuelles globales, mais dans un domaine en particulier qui était très développé, mais aussi son incapacité aussi à socialiser normalement. Donc c'était vraiment ce double, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux être très doué dans un domaine, mais avoir du mal à communiquer. Et c'est ça aussi que je pense qu'on va développer un petit peu dans cette émission. On va comprendre. Alors, comme d'habitude, hein, les filles, on porte la question sur la place publique, on l'a fait, et on vous a demandé ce que vous savez sur l'autisme. On va écouter quelques-unes de vos réponses dans ce micro-trottoir. En vrai, les personnes autistes sont incomprises dans la société.
Parce que genre, c'est un peu compliqué pour eux de s'exprimer, tu vois, vous voyez, non. Donc là, quand ils sont en face de certaines personnes, là, surtout les gens qui ne les comprennent pas, là, c'est difficile. Ils se sentent marginalisés, en fait. Donc on va dire que genre, il y a beaucoup de complexes autour de ça, en fait. Je n'ai aucune idée de ça. L'autisme, je sais que c'est une déformation. Pour la plupart chez les enfants, ils n'entendent pas bien. Ils sont souvent à la page blanche. J'ai vu une émission une fois dessus. Voilà, ils sont pris en charge là-bas. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Mais je pense qu'on connaît, on sait ce que c'est. C'est-à-dire quand tu vois un enfant, mais ici en Côte d'Ivoire, on dit non, il est attardé, il est comme ci, il est comme ça. Des mots comme ça. Oui, et genre, ou bien c'est un sorcier. Au village, là, j'ai vu un article où on dit, au village, tu ne vas pas convaincre quelqu'un que l'autisme, là, ça existe. Ouais, parce que pour eux, tous les enfants qui viennent de là, mais c'est surtout que sont c'est des esprits nouveau pour eux. maléfiques. Ils ne savent pas comment gérer, et puis surtout que ils ça n'ont aucune pas connaissance. De la même manière, je pense. C'est pas toujours facile à détecter, comprendre. Tu peux avoir plein de différents troubles qui sont pas. Mais le problème, c'est que pourquoi en Afrique, mais il faut qu'on dise sorcier quelque part. Je sais où c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser. C'est-à-dire s'il est différent, il est différent. Tu es albinos, tu es sorcier. Je te jure. Tu es teint, tu es sorcier. Sorcier souffre. Le sorcier lui-même, il dit, mais dès qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, c'est clair. On part dans l'occulte, en fait. Bon, alors les filles, on va faire cette émission avec des personnes qui sont un peu sur le terrain, qui sont habituées à travailler, à être dans un environnement d'autistes. Nous aurons A.T. Paul Valérie, elle est présidente de 2ACI, qui est l'Association des autistes de Côte d'Ivoire. Elle sera avec Patricia Diané, vice-présidente de l'AREA, et monsieur Béma Touré, directeur de la page blanche. Bonjour, bonjour à tous les trois. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Très bien, merci. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Donc, on parle d'un trouble méconnu, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais notamment en Côte d'Ivoire. Alors juste avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder un petit reportage justement qui aide à éclaircir les choses par rapport à l'autisme. Caractérisé par des difficultés d'apprentissage ainsi qu'une absence d'interaction sociale, l'autisme, selon l'OMS, touche un enfant sur 160. Les perturbations sont manifestes dans 3 domaines: les interactions sociales réciproques, la communication et le comportement. Selon Anna Corinne, pédopsychiatre, si l'autisme est principalement dû à des anomalies neurodéveloppementales, les causes de ce trouble ne sont pas totalement élucidées. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas bien encore de par le monde. Qu'est-ce qui entraîne ça? Il y a tellement de causes. Et que dans notre contexte africain, nous, en tant que professionnels, notre travail, c'est d'essayer d'accompagner les familles pour que cette grande question, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi mon enfant, puisse s'apaiser pour que les parents puissent rentrer dans les soins. Les premiers signes évocateurs de l'autisme se manifestent le plus souvent entre 18 et 36 mois. Ce qui doit alerter les parents, c'est déjà un enfant qui ne réagit pas à la présence de sa maman, qui ne réagit pas à la voix humaine, mais qui va réagir à la musique. Donc il entend, mais quand quelqu'un lui parle, il ne réagit pas. Mais ce n'est pas seulement la parole ou l'absence de parole qui doit alerter les familles. C'est le fait que l'enfant n'entre pas dans la relation. Voyez, il peut chantonner les musiques, il peut répéter en boucle les publicités ou les fredonner la musique, mais il n'utilise pas la parole. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Il n'existe pas de traitement curatif contre l'autisme. Cependant, plus le diagnostic est réalisé précocement, plus la prise en charge permet de développer les capacités de communication de l'enfant. Quand les enfants sont encore tout petits, le cerveau n'a pas encore fini sa maturation. Et comme on sait que c'est une particularité du fonctionnement neurologique, quand on s'en rend compte tôt, il y a des interventions qu'on peut mettre en place pour amener le cerveau pour booster un peu le fonctionnement du cerveau et faire en sorte que, pour changer un peu la trajectoire, pour la ramener un peu vers notre normalité, quoi. Les enfants atteints d'autisme nécessitent une prise en charge médicale, paramédicale et éducative, en plus de l'accompagnement pédagogique. Au niveau thérapeutique, donc on peut avoir affaire à un orthophoniste, un psychologue, un pédopsychiatre, un psychomotricien aussi, parce que parfois, chez certains enfants, il y a des difficultés à utiliser le corps. Vous allez lui dire faire au revoir, par exemple, quand il arrive à faire le geste, il vous fait au revoir comme ça. Il ne sait pas faire ça, voyez.
au niveau éducatif, on va avoir le recours aux éducateurs spécialisés et assimilés. Vous voyez. Et là, le professionnel va travailler sur justement l'acquisition des compétences de vie courante. Par exemple, l'autonomie, savoir aller aux toilettes, se déshabiller, s'asseoir sur le pot, se rhabiller, etc., savoir manger, des choses comme ça. En Côte d'Ivoire, le manque d'infrastructures adéquates ne facilite ni le diagnostic ni la prise en charge de ces enfants. Des enfants dont les troubles du comportement sont souvent mal compris par les familles et la société. Bon, alors, je vous voyais hocher la tête parce que je sais que toutes les deux, vous êtes parents d'enfants autistes. Oui, effectivement. Et Monsieur Bema, vous êtes directeur d'une association de la Page Blanche, du centre qui s'occupe un peu des enfants autistes. Alors, elle a déjà expliqué un peu plus ou moins dans l'élément, mais j'ai envie de demander aussi, comment est-ce qu'on reconnaît un enfant autiste? Bon, je dirais tout de suite qu'il y a des premiers signes qui devraient alerter les parents pour pouvoir s'orienter vers les spécialistes afin de poser un diagnostic assez correct. C'est-à-dire que, comme Dr Bissouma disait tout à l'heure, un enfant qui fuit le contact visuel, déjà à partir de 9-18 mois, un enfant qui ne suit pas, qui ne fixe pas du regard, un enfant qui a souvent du mal à supporter les câlins, ce que tous les autres enfants aiment, ou bien qui demandent un excès de câlins, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Et également, un enfant qui ne réagit pas à son nom, qui semble indifférent. Il y en a même qui pensent souvent qu'ils sont sourds. Et il y a beaucoup de parents comme ça qui pensent que leur enfant est sourd parce qu'il ne réagit pas à la voix humaine, il ne réagit pas à son nom. Donc voilà des petits signes déjà qui peuvent alerter. Mais pour pouvoir reconnaître l'autisme, on va aller dans le sens des interactions sociales. Ce sont des enfants qu'on va mettre dans le groupe, mais qui va se retrouver seul dans la multitude, comme on dit. C'est-à-dire que le groupe est d'un côté et lui, il se met à côté pour jouer tout seul. Qui a souvent peur d'approcher le groupe. D'accord. Alors, dans ce reportage, on a entendu que les premiers signes se manifestent entre 18 et 36 mois. C'est très jeune chez un enfant. Et on a aussi parlé du fait, elle a aussi parlé du fait, Dr Bissouma, du fait que quand on diagnostique le trouble de manière précoce, ça peut aider le développement de l'enfant. Alors, si finalement vous parlez de l'interaction sociale qui est l'un des signes les plus manifestes, c'est un peu difficile pour un enfant de 18 à 36 mois, c'est presque impossible de vérifier. Mais je voulais savoir, dans votre cas, vous qui êtes mère d'enfants autistes, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit il y a quelque chose qui n'est pas très... je n'aime pas employer le terme normal, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, dans mon cas, ma fille, en plus d'être autiste, elle a un problème, une déficience mentale. Donc, à 4 mois, on avait constaté qu'elle ne tenait pas le coup. Et elle avait toujours les mains fermées, d'accord. Quand on lui faisait les signes et tout ça, elle ne réagissait pas vraiment comme il se devait. Voilà, et donc c'est à partir de ces instants-là qu'on s'est approché des spécialistes et que voilà, ils ont pu nous dire que... Donc, dès 4 mois, c'est ça? Oui, dès 4 mois. D'accord. Moi, la mienne, elle n'a pas de problème physique. Si vous la voyez, c'est une princesse. C'est vrai. Oui. Mais j'ai commencé à avoir des doutes à 15 mois. À 15 mois, je me suis rendu compte que ma fille ne me regardait pas dans les yeux. Elle ne s'occupait pas de moi. Elle n'était pas proche de moi. Elle refusait les câlins. Elle refusait les bisous. Elle me repoussait. Elle repoussait ses frères. Elle n'allait pas vers les autres. Ma fille pouvait faire 2 heures à tourner autour du séchoir. Du séchoir? Du séchoir. D'accord. Okay. 2 heures à tourner autour du séchoir. Tant qu'on ne l'interrompt pas, elle continue. J'ai commencé à tiquer. La répétition du même geste. Voilà. Les gestes stéréotypés. J'ai commencé à tiquer, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Au début, j'ai cru qu'elle était sourde. Et je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais un premier enfant qui aimait les câlins, qui cherchait toujours l'amour de maman, les bisous, tout ça. Bon, ma fille, c'était tout à fait différent. C'est à partir de là qu'il y a eu le déclic. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les médecins ont confirmé votre... Au début, quand c'est comme ça, le pédiatre m'a dit non, elle va parler. Bon, je dis, au début, elle parlait un peu, elle disait papa, maman. Et puis, à un moment... Ça s'est stoppé. C'était stoppé. C'est à partir de 15 mois que c'était stoppé et le comportement a commencé à vraiment changer.
Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le pédiatre dit non, ça va aller, ça va aller. À 18 mois, j'ai dit non. Mon enfant n'est pas normal. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, Madame Diané, que votre fille était aussi autiste et a une déficience mentale. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une différence, je vous pose aussi la question, entre l'autisme et la déficience mentale? Oui, parce que en fait, on peut avoir des autistes qui n'ont pas de déficience mentale, comme le cas de Madame Athé. Un autiste, comme on l'a décrit un peu dans le docteur Bissouma l'a décrit, c'est un trouble du développement. Donc, en plus de troubles du développement, pour nous qui avons les enfants qui ont des déficiences mentales, ils ont aussi des difficultés à vraiment se développer physiquement. Voilà, donc il y a cet élément parce que le cerveau est touché. Donc, en plus même du développement, le trouble même du développement, il y a aussi l'aspect physique qui prend un coup. D'accord. Voilà. Okay. Allez-y. Alors, pour parler sur ce point-là, il faut dire qu'il y a des autistes avec déficience intellectuelle et des autistes sans déficience intellectuelle. C'est-à-dire que vous aurez des autistes qui vont vous montrer un génie pas possible, qui sont classés parmi les autistes Asperger, comme on les appelle, c'est-à-dire les autistes de haut niveau, qui ont une intelligence sortant un peu de la norme, un QI surélevé, qui peuvent vous faire des calculs astronomiques à la seconde, et ça... Mais il faut préciser aussi que c'est souvent dans un domaine bien précis que ce génie-là s'exprime. Tout comme il y a des autistes avec déficience intellectuelle. Donc, à certains moments, c'est peut-être choquant, mais il faut avoir les mots justes pour faire comprendre aux parents que leur enfant est atteint d'une certaine déficience intellectuelle et qu'il ne pourra pas atteindre un certain niveau d'autonomie. Parce que ça aussi, c'est une sincérité, c'est une franchise qu'il faut pouvoir avoir avec les parents. Parce que les parents, bien sûr, ont leurs rêves, ont tout ce qu'ils espèrent pour leurs enfants, mais il y a des déficiences souvent qui accompagnent l'autisme qui ne permettent pas un niveau de développement. Et vous, Madame Diané, votre fille, elle a quel âge? Elle a 18 ans, c'est une ado on dirait dans l'âge normal, mais avec... sa déficience, on dirait qu'elle a 3 ans, 4 ans. Et donc, ça fait 18 ans que vous vivez ça. Comment ça se passe? Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée, c'est mon aîné. Voilà, donc oui, ça fait 18 ans que je vis cette situation, mais je vais quand même dire que dans mon cas, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ma mère qui m'a beaucoup soutenue. J'ai pu rencontrer des personnes formidables comme Dr Dem Nyakadié, qui est notre président de notre association, qui m'a beaucoup accompagnée. Et quand on a la possibilité, la chance d'avoir des personnes qui vous aident, qui ne vous jugent pas, parce que la plupart du temps, les parents sont tout le temps stigmatisés. Oui, elle a donné l'âme de son enfant pour avoir de l'argent et tout. Donc, généralement, c'est difficile. Mais donc, ça fait 18 ans que je vis avec l'autisme. Alors, tout à l'heure, on l'a entendu dans le reportage, c'est difficile d'identifier les causes de ces troubles-là. Mais il y a quelques pistes peut-être pour quelques idées qui permettent de déterminer qu'est-ce qui fait qu'un enfant... Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire que pendant le développement de l'embryon, il y a des connexions au niveau des neurones qui ne sont pas qui sont faites, mais pas souvent comme pour ceux qu'on appelle les neurotypiques, vous et moi. Nous sommes typiques, on a à peu près les mêmes QI. Mais il faut dire que ces connexions neuronales peuvent avoir le bon ou le mauvais côté. C'est-à-dire qu'une connexion qui est souvent assez courte, c'est-à-dire que vous à votre niveau et nous à notre niveau. Le temps qu'on mettrait pour comprendre une situation. Et si eux, à leur niveau, la connexion est assez courte, ça leur prendra qu'une seconde pour fixer quelqu'un du regard et avoir tous les détails de son corps. Parce que ça aussi, ça s'exprime chez certains autistes. Avec un coup d'œil, ils cernent une chose et tous ses contours. D'accord. Donc, les médecins parlent déjà de ces connexions neuronales-là, de ce trouble neurodéveloppemental, mais pourquoi ce trouble neurodéveloppemental se crée? On parle des facteurs génétiques.
D'accord. Mais je préfère parler avec réserve. Oui, parce qu'on ne sait pas. C'est pas encore scientifiquement prouvé. Ce sont des suppositions, ce sont des hypothèses. D'accord. Donc, il y aurait, je parle bien au conditionnel, un facteur génétique. En tout cas, à l'heure qu'il est, il est difficile vu que les causes sont très difficiles à déterminer. On ne peut pas dire qu'une personne, en fonction de la façon dont la grossesse se déroule, peut éviter d'avoir un enfant. Non, on peut pas le savoir en avance. Ou prévenir, quoi. Alors, vous êtes donc toutes les deux mamans d'enfants autistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type aujourd'hui avec vos enfants? Comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Parce que ce qu'un enfant dit neurotypique fait normalement, se lever, prendre son bain, dire bonjour maman, maman j'ai faim, maman je vais me laver, maman je vais aller à l'école. L'enfant autiste, il se lève. En tout cas, pour mon cas, elle se lève, elle tourne en rond. Il faut la guider. D'accord. Il faut la guider. Il faut faire prendre son bain, il faut lui montrer les étapes. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. Elle aura 6 ans en août. Il faut lui expliquer. Et souvent, elle ne s'occupe même pas de ce que tu lui dis. Des bonjours, salut-moi. Elle est dans sa bulle, comme j'ai l'habitude de le dire. On essaye de la tirer de sa bulle pour qu'elle puisse interagir avec nous. C'est pourquoi souvent les gens disent interaction sociale. Parce que c'est elle, et rien que elle ne s'occupe pas des autres. Et au fur et à mesure, on essaye de... Donc le matin, son bain, on essaye de lui montrer comment se laver, comment tenir une éponge et se frotter le bras. Ça, il faut l'obtenir au moins j'ai pu l'obtenir sur au moins 3 à 4 semaines, alors qu'un enfant normal, c'est tout à fait rapide. Le bain, aller faire sa prise en charge, revenir, lui montrer comment ouvrir la portière de la voiture. En tout cas, lui montrer tout. C'est notre quotidien qui est là. Et la nuit... Tout prend plus de temps. Voilà, tout le temps être assisté pour les accompagner. Et il faut dire que c'est des enfants qui dorment difficilement. Tout à fait. Difficilement. Là, ça... J'ai pu acquérir le sommeil, mais c'était très difficilement. Parce qu'au début, on pouvait se taper jusqu'à 3 heures du matin. Tout à fait. Avant qu'elle ne dorme. Elle faisait quoi? Elle saute. Elle joue. Elle jouait. En fait, elle continue à faire... Ouais. Vous n'avez pas la notion du... Et ça, c'est depuis qu'elle est bébé? Bon, qu'elle était bébé, ça allait un peu. Mais bon, qu'elle était bébé, elle dormait tranquille. C'est à partir du 15e mois que tout a commencé à se déclencher. Wow. Elle n'a pas de crise de nerfs comme souvent certains Oui, enfants. bon, elle est hypo, un peu plus calme que les autres. D'accord. Mais elle se stimule souvent. Elle se pince. Voilà, se pince, elle se gratte pour pouvoir se sentir. Voilà. D'accord. Et vous aussi? Donc moi, la mienne, c'est vrai, par rapport au sommeil, c'est vraiment un souci. C'est elle qui nous réveille. Voilà, elle ne dort pas beaucoup, d'accord? Elle se réveille très tôt le matin et il faut lui faire tout. Elle ne peut pas faire le minimum comme tous les enfants. On doit donc la suivre. Elle a donc sa nounou qui s'occupe d'elle. Voilà, on prend le bain et tout ça. Vraiment, elle a besoin d'aide à tout moment. Voilà, et puis après, elle va à l'école. Donc, elle est à la page blanche. Donc, elle fait son suivi quotidien jusqu'à 16h et puis elle rentre. Voilà, donc pour aussi le problème de se mutiler et tout ça, elle avait fait quand elle était petite. Mais arrivé à un moment, quand même, ça s'est arrêté. Donc, le suivi, l'accompagnement, quand même, a aidé pour ça. Voilà. Alors, on va en parler dans le détail de l'accompagnement et du suivi, ainsi que de l'école Page Blanche que vous supervisez. Ce sera juste après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI, qui est le numéro 204 du bouquet Canal et le numéro 4 de la TNT. Aujourd'hui, on parle de l'autisme et nous sommes avec nos invités Athé Paul Valérie, présidente de la 2ACI, l'Association des autistes de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi Patricia Diané, vice-présidente de l'AREA, qui est l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, et monsieur Béma Touré, directeur de la Page Blanche. Alors, monsieur Béma, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur la Page Blanche et comment vous aidez les enfants autistes? Alors, la Page Blanche est un centre médico-psychopédagogique qui a été créé depuis 1991. Donc, je vous annonce dès maintenant que la Page Blanche a 30 ans cette année. Oui, c'est votre anniversaire. Ah oui, c'est
Nous sommes majeurs, quand même. Vous avez l'âge de voter. Voilà, Alors, la Page Blanche a 30 ans cette année et depuis 30 ans, la Page Blanche reçoit tout ce qui est handicap mental, qu'on dit aussi handicap intellectuel et psychomoteur. C'est-à-dire les autistes, les trisomiques 21, les dysharmonies cognitives avec déficience intellectuelle ou pas, et également les handicaps psychomoteurs comme les infirmités motrices cérébrales. Et pour parler spécifiquement de l'autisme, la Page Blanche met à la disposition des parents et des enfants autistes d'abord le personnel qualifié qu'il faut. Et on dirait que les parents en parlaient tout à l'heure, mais je vais peut-être anticiper là-dessus. La prise en charge revient cher parce qu'il faut prendre toutes les spécialités qui vont graviter autour d'un seul enfant. Il y a une équipe médicale, une équipe paramédicale et il y a l'équipe éducative. C'est-à-dire que nous aurons les médecins pédopsychiatres, psychologues, kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, quoi encore. Et même à la Page Blanche, on a même eu musicothérapeute et tout, art-thérapeute. Et toutes ces personnes-là, toutes ces spécialités-là vont graviter autour d'un seul enfant pour lui donner un programme qui lui est propre. Parce que là, il faut le préciser, la prise en charge est individualisée, c'est personnalisé. D'accord, donc on n'est jamais en groupe. Si, les enfants, ils sont en groupe, mais chacun a un programme bien précis, parce qu'il est adapté à son cas. Au niveau de l'autisme, ils se retrouvent sur certains points qui sont les troubles de la communication, les troubles des interactions sociales. Mais dans le détail du quotidien, chaque autiste est un autiste particulier qui a ses sensibilités, qui a sa façon de réagir aux différentes choses. Donc, il faut mettre un programme adapté à chaque enfant pour pouvoir favoriser son évolution. Est-ce qu'il y a des autistes qui peuvent mener une vie normale? Parce que j'ai lu cette histoire d'un monsieur qui était marié à une autiste, il ne le savait pas, depuis près de 20 ans. Il a divorcé parce qu'elle était tout le temps énervée, elle le frappait, alors qu'elle était comptable dans une entreprise, très bien. C'est plus tard, après le divorce, qu'ils se sont rendus compte qu'elle était autiste. C'est-à-dire qu'elle a toujours mené une vie normale. Est-ce qu'il y a des niveaux, justement? Voilà, justement, c'est ça. Il y a des niveaux d'autisme. Et on a des autismes, des atteintes qui sont assez légères, moyennes ou sévères. Voilà. Et peut-être, j'espère que non, parmi nous, on pourrait être autiste sans même le savoir. Parce qu'on se dit souvent dans les quartiers, mais lui, il est difficile à vivre, il ne supporte pas les gens, il ne se mêle jamais au groupe. Et sans faire de tests, sans faire de diagnostic, on ne peut pas savoir parce qu'il y a des autistes qui se sont révélés beaucoup plus tard, à l'âge adulte et tout, parce qu'il y a différents niveaux d'autisme, et ce qui veut dire forcément qu'il y a différentes manifestations. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent paraître mener une vie normale, mais par exemple qu'au travail, on dirait « Ah, ben lui, là, il faut le laisser en paix. Quand on lui parle, il ne répond pas. Il est toujours dans son coin. Il est toujours concentré sur son travail. » On pense qu'il est autant, alors qu'en fait, c'est peut-être une maladie. Ça peut être l'autisme qui se manifeste. Mais justement, on sait que quand on est enfant, on arrive à déceler, dès le plus bas âge, à partir de 15 mois, comme vous avez dit, 14-15 mois, un autisme. Mais quand on est adulte, comment on peut savoir... Est-ce que cette personne est autiste? Est-ce qu'il faut qu'elle aille faire des examens? Parce que souvent, on peut confondre ça et bipolarité aussi, souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il faut forcément s'orienter vers les spécialistes pour poser un diagnostic assez précis. Parce que quand on connaît les symptômes, les manifestations de l'autisme et qu'on voit un collègue qui développe ce genre de comportement, c'est normal qu'on se pose des questions. Et si c'est quelqu'un à qui on peut faire comprendre qu'il peut se faire suivre, qu'il peut faire des consultations, on sera fixé. Parce que, par exemple, quelqu'un qui vous dira que moi, je ne supporte pas la foule. On entend ça souvent. Oui, il y a beaucoup, oui, effectivement. Je ne supporte pas la foule, je ne supporte pas les hauteurs, parce que souvent, il y a certains autistes qui ne supportent pas les profondeurs. Et même pour descendre des escaliers, c'est toute une galère. Mais alors, du coup, ça peut s'apparenter à, par exemple, l'agoraphobie pour ceux qui n'aiment pas la foule. Donc, du coup, on peut toujours penser que c'est peut-être autre chose. Mais c'est pourquoi je dis, il faut toujours faire les examens qu'il faut. Il faut toujours approcher les spécialistes pour être fixé soi-même sur
Ça ne veut pas dire que tous ces comportements-là sont fortement autistiques. Bien sûr. Voilà, alors, vous avez parlé d'encadrement qui est très individualisé pour les enfants autistes. Votre fille, donc, suit un de ces programmes Tout à fait. individualisés à la page blanche. Est-ce que vous pouvez nous parler de son apprentissage à travers cette institution? Est-ce que ça l'a aidé? Et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça permet de changer la donne pour les enfants une fois qu'ils commencent à intégrer des centres très spécialisés comme celui-là? Bon, avant qu'il intervienne, moi, je voudrais parler de mon cas. Ma fille, quand elle rentrait à la page blanche, elle n'avait pas la possibilité, parce que je le dis qu'elle, en plus d'être autiste, elle a aussi une déficience intellectuelle qui faisait que physiquement, elle a un retard de croissance. Donc, quand elle est entrée à la page blanche, elle faisait les 4 pattes. Et elle avait vraiment beaucoup de comportements stéréotypés. Excusez-moi, je vous coupe. Elle avait quel âge? Elle est rentrée en 2012, elle avait 9 ans à peu près, oui, parce ça fait 9 ans. Voilà, donc voilà, elle avait les comportements, elle se faisait du mal toute seule et tout ça. Et vraiment, avec l'accompagnement, là, elle a appris à marcher. Et puis, vraiment, tout ce qui est violence sur elle, elle a pratiquement tout arrêté. Voilà, et donc, la communication avec nous se fait vraiment un peu plus... oui, plus voilà. normal. Voilà, maintenant, je ne dirais pas que c'est normal, mais ça a évolué. Il y a du progrès. Ça a évolué, il y a du progrès. Maintenant, avant, quand on lui parle, c'est pas parce qu'elle n'entend pas, mais elle ne vous répond pas. Bon, répondre, elle ne fait pas comme si elle ne... C'est comme si c'était pas à elle que vous parlez, mais maintenant, quand on dit le nom, elle sourit, on sait qu'elle a entendu, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Des réactions. Voilà. Et vous reconnaissez dans ça? Oui, je me reconnais dans ça. Parce que ma fille est suivie au centre Marguerite Banlieue. D'accord. Voilà, un centre public qui est vraiment outillé pour la prise en charge. Et ma fille est suivie là-bas. Là-bas, j'ai obtenu des résultats, ce qui m'a donné de l'espoir. Ce qui a permis à nous, les moments, de créer une association avec ces professionnels. Parce qu'on a vu de l'espoir. Ouais. Ma fille me regarde maintenant dans les yeux. Wow. Souvent, elle me sourit. Ce n'est pas tous les jours qu'elle réagit à son prénom, mais quelquefois, quand tu dis son nom, elle se retourne. Et ça, c'est grâce au centre. Ouais. Elle a arrêté de se auto-mutiler régulièrement. Parce qu'avant, c'était les oreilles toutes... Mais et du coup, est-ce qu'elles vont à l'école? Non. Non. Pour le moment, je ne pense pas qu'elles soient arrivées au stade de pouvoir aller à l'école. D'accord. Enfin, pour moi, c'est l'école. Hein. Pour moi, c'est son école. Pour moi, c'est son école. Je parle de l'école normale. Voilà, l'école normale, non. Non, pas l'école normale. Du coup, vous, en tant que professionnel, est-ce que... Je disais tout à l'heure qu'il y a... Et on l'a dit aussi, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des capacités extrêmement développées, des autistes qui ont des capacités extrêmement développées. Est-ce que vous arrivez à déceler aussi souvent dans certains autistes des talents comme pianiste, guitariste ou autre chose? L'autiste, il faut mettre à sa disposition une panoplie de choses pour pouvoir déceler d'abord son centre d'intérêt. Parce qu'il y a ça qui est très important. Ce n'est pas qu'il a un talent pour telle ou telle chose, il peut l'avoir, mais il vous montrera ce qui l'intéresse prioritairement et ne fera que ça. Donc, ça veut dire que quand on arrive à le déceler, son centre d'intérêt, ou bien lui-même, il va le montrer, mais on verra tout de suite qu'il est doué pour certaines choses. On a déjà eu avec nos enfants un qui faisait des puzzles de 1000-2000 pièces. Wow. Bon. Moi, j'ai essayé un puzzle de 1000 pièces, ça m'a pris 2 semaines. 200, même moi. C'est dur. Je l'ai fait en 2 semaines. Et lui, quand on lui donnait en une demi-journée, je dis c'est trop, mais il finissait. Parce que ce qui lui prenait le temps, c'était organiser son puzzle. Il y a beaucoup de pièces. Et c'est pas comme vous et moi, où on prend, on essaye, ça rentre pas, on essaye de forcer. Non, mais lui, quand il vise une pièce, quand il la soulève, c'est qu'il sait où il la place. Quoi. Voilà. Est-ce que l'État a un regard? Est-ce que ça concerne un peu l'État de Côte d'Ivoire? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui aident les autistes. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends parler de ce centre aussi que vous avez. C'est l'un des seuls centres, j'ai entendu. Le seul centre qui s'occupe uniquement des enfants autistes. D'accord, ok. Voilà. Et ça coûte combien? C'est un prix social. C'est un prix social, mais il n'y a pas assez de place pour prendre assez d'enfants. Je dirais que ce centre se limite à 20 enfants. Waouh. Ok. Si on pouvait en avoir assez encore. Vous avez dit combien? Et ça est seulement qu'à Abidjan. 20 enfants. Et à la page blanche, c'est combien ça coûte? La page blanche, la scolarité est de 100 000 francs par mois.
D'accord. 100 000 francs par mois. Et quand on le dit tout de suite, quand on le dit tout de suite, on se dit c'est une école qui est chère, ça appartient aux enfants, aux parents qui ont les moyens. Pourtant, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, la page blanche, je dirais, c'est un peu plus un centre social qu'autre chose. Et quand on essaie de faire les calculs avec les services que nous offrons et le coût, on se rend compte que une journée à la page blanche ou une heure à la page blanche, ça fait à peu près 600 francs ou 800 francs. Voilà, parce qu'on a les enfants de 8 heures jusqu'à 16 heures tous les jours, alors que vous aurez des centres de rééducation qui vous feront une séance d'1 heure à 10 000 francs ou à 25 000 francs. Alors, nous, à la page blanche, on s'efforce d'avoir tous les spécialistes là sur place, que de dire à un parent, va voir le pédopsychiatre, va voir l'orthophoniste. Non, on fait tout pour avoir toutes les quelque part, c'est presque un petit peu du bénévolat pour ces professionnels qui viennent... Voilà, en fait, nous sommes... C'est un sacerdoce pour nous tous. C'est très onéreux pour nous, les parents. Ben oui, c'est très onéreux, parce qu'on connaît la situation des personnes en Afrique. C'est vraiment très compliqué. Oui. Alors, une question que je me pose, c'est que j'imagine ou j'ai cru comprendre que vous avez d'autres enfants, que ce soit l'une ou l'autre. Comment ça se passe, l'interaction, et surtout même la vie des autres enfants avec vos enfants autistes? Comment est-ce qu'ils s'entendent et est-ce que c'est difficile pour eux? Comment ils le vivent? C'était difficile pour mon fils, parce qu'il y a 9 ans d'écart. C'était difficile, il ne comprenait pas. Parce qu'à un moment, j'avais concentré toute mon attention sur ma fille. Parce que j'étais dépassée. Et mon fils ne comprenait pas. Il se sentait délaissé un petit peu. Je suis très délaissée parce qu'il y a 9 ans d'écart. Elle a mon deuxième enfant, en fait. Et après d'avoir être suivie par des psychologues qui m'ont aidée, j'ai aussi changé, compris qu'il fallait que j'avais d'autres enfants, il fallait que je me ressaisisse. Et puis j'étais nourrice quand j'ai appris que Iris, ma fille, était autiste. Donc franchement, j'étais dans un tunnel. Un vrai tunnel. J'avais peur que ma dernière soit autiste également. Et puis, je délaissais mon fils. Mais je me suis fait suivre et après, je me suis retrouvée. Et sincèrement, en ce moment, mon fils participe à la prise en charge à la maison. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais on va quand même vous laisser... Moi, oui, dans mon cas, en fait, c'est ma dernière qui souvent avait l'impression que l'amour que je portais à son aîné était plus que ce que je lui apportais. Mais aujourd'hui, c'est elle-même qui la défend, qui la protège et tout ça. Voilà. Qui lui porte tout cet amour. Voilà, qui lui donne tout l'amour. Donc, je pense que... Oui, la fratrie, quand même, est très importante. Parce qu'il copie beaucoup, il copie et donc c'est ce que les autres font à côté, souvent qu'ils regardent et elle qui chantonne beaucoup, elle écoute ce que ses frères et sœurs font et puis voilà, elle les imite. Quoi. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que M. Béma, vous avez juste un dernier mot? Eh bien, ce que je dirais, moi, je vous dirais merci. Même je suis là cerné de femmes. Et je voulais vous dire merci parce que c'est vraiment une bonne opportunité pour parler de ce handicap ou mal connu, et je dirais même très mal connu, et dire que ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Ce ne sont pas des enfants porte-malheur. C'est scientifiquement prouvé que ça existe. Alors, il faut pouvoir les comprendre. Et comme aujourd'hui, on dit de mieux et de plus en plus, l'autisme, ce n'est ni une maladie, ni un handicap, c'est une façon d'être. Et c'est sur ça qu'on va terminer, parce que moi, j'aime bien aussi cette citation de Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez le poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il va toujours penser qu'il est stupide. Parce que chaque personne est différente à sa capacité. Tout à fait. On se retrouve tout juste après la page pub, l'émission continue. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Comme d'habitude, je vous invite, vous internautes, à réagir au sujet d'actualité, au sujet dont nous parlons tout le long de cette émission. Aujourd'hui, on a parlé d'autisme. Qu'avez-vous appris grâce à cette émission? Je vous invite à nous dire votre avis, à nous donner votre feedback à travers les pages Facebook de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne ou encore notre compte Instagram. À toi la parole, Aurélie. Et oui, Anan, nous passons à la rubrique Dans le miroir 2 et nous avons décidé de porter notre attention sur une dame qui, au-delà de ses multiples facettes de femme d'affaires, qui est dans la construction et dans l'investissement immobilier, a décidé de créer une organisation qui œuvre dans le bien-être des populations dans le besoin, en particulier des enfants, en leur apportant une aide alimentaire gratuite dans les écoles. On vous en dit plus dans le miroir de Kétiane Carius et de son organisation Petite Main.
Elle n'est ni enseignante, ni directrice de cette école. Son rôle ici, distribuer de la nourriture aux écoliers, mission première de son ONG. On est assez content des résultats qui sont déjà très palpables sur le terrain, notamment au point de vue du taux de présence qui a grimpé, de la motivation des élèves qui est remarquable aujourd'hui, un taux de réussite qui est vraiment qui est supérieur à ce qu'on avait avant le programme. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très notable, et ça c'est du jamais vu, on n'a pas de retard dans l'école, parce qu'on a dit aux enfants que les retardataires n'auraient pas accès au petit-déj, et vraiment tous les enfants font l'effort d'être à l'heure. Une initiative qui soulage la directrice de cet établissement scolaire, soucieuse des élèves issus d'un quartier précaire environnant. On assistait souvent à des scènes devant la porte entre les accompagnateurs et les enfants. Il y a des enfants qui refusaient carrément de venir parce qu'ils n'avaient pas mangé le matin. Quand on demande à la maman pourquoi l'enfant ne peut pas venir, il n'a pas eu de jetons, le papa est parti au travail, il a oublié de nous donner de l'argent, on attend midi, mais l'enfant veut à tout prix manger quelque chose le matin avant de venir. Pour Kétiane, nourrir les enfants requiert une attention particulière, d'où la mise en place d'une équipe spécialisée. Aujourd'hui, on distribue 300 repas, donc du pain, du beurre, des flocons d'avoine, donc du quaker et du lait. Et ils auront aussi des fruits, donc de la banane pour aujourd'hui, qui va être distribuée juste à la fin des cours. Au terme de ce ballet, Kétiane n'a qu'une seule satisfaction. Tiens ma puce. C'est de voir les enfants contents. C'est pas descriptible comme sentiment. Je suis juste très contente. Et de savoir que ça en aide vraiment certains de façon profonde, j'ai pas de mots. Au-delà du soutien alimentaire aux enfants, son ONG Les Petites Mains mène d'autres activités. On apporte une aide alimentaire aux enfants, mais on fait aussi, comme je vous ai dit, un soutien à l'éducation. Donc via les kits scolaires qu'on offre aux enfants défavorisés, donc en début d'année scolaire. Et aussi depuis cette année, on offre des bourses scolaires à des enfants qui n'ont vraiment pas eu la chance d'avoir leurs frais scolaires pris en charge. Et cette année, les bénéficiaires, c'était des orphelins. On fait aussi des arbres de Noël chaque année. Satisfaire le maximum d'enfants dans le besoin, telle est l'ambition de Kétiane, malgré les difficultés rencontrées au quotidien. Écoutez, on a un plan qui est tout dessiné. Donc on aimerait à 2 ans avoir 6 écoles dans le pipe, à 5 ans en avoir une vingtaine, parce que tenez-vous bien on reçoit pas mal de demandes qu'on n'arrive pas à combler faute de moyens financiers. Et donc le gros challenge aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir plus de moyens, donc plus de donateurs qui financeraient les programmes sur le long terme et pouvoir donc garantir la pérennité du programme. De mars 2019 à ce jour, les Petites Mains de Kétiane ont offert 72 000 petits déjeuners, chiffre qu'elle souhaite améliorer avec l'aide de personnes de bonne volonté. Bienvenue Kétiane. Merci, je suis contente d'être là. C'est tellement admirable ce qu'on vient de voir. Félicitations. Vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, on voit que le point focal de votre organisation, c'est le petit déjeuner. Pourquoi est-ce que c'est aussi essentiel de donner le petit déjeuner à des enfants qui apprennent, qui vont à l'école? Tout à fait. Au départ, on n'était pas justement focalisé sur le petit déjeuner. On faisait des repas, mais de façon sporadique. Et au fur et à mesure de nos recherches, notamment scientifiques, on s'est rendu compte que le petit déjeuner, c'est prouvé que c'est le repas le plus important de la journée. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est leur apporter ce repas consistant-là en soutien à l'éducation pour qu'ils aient vraiment envie d'apprendre. Et on a fait appel à une nutritionniste qui a fait un repas équilibré. C'est pas juste un petit déjeuner, c'est un vrai petit déjeuner équilibré avec une boisson, avec des protéines, des glucides et un fruit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le jour du reportage, c'était la banane. Voilà. Mais comment est-ce que tu finances tout ça? C'est la question que tout le monde... voilà. La grande question. Alors, au départ, c'était totalement sur fonds propres. Pendant à peu près 5 ans. Il faut dire qu'on a commencé en 2014. Et ensuite, il y a quelques corporates, donc quelques entreprises qui sont rentrées dans notre pipe de financement, mais c'est largement insuffisant. Voilà. Donc on va dire que c'est quasiment sur... Voilà. Et comment ça se passe les résultats scolaires après
après avoir commencé cette activité? C'est très encourageant. Parce que donc, avant la mise en place du programme, on avait déjà mis des indicateurs de performance en marche. Et donc, qui comparaient avant et après le projet. Et tous les indicateurs sont au vert. Donc, à savoir le taux de réussite, la motivation des enfants, qui est palpable, le taux de présence et les retards. Donc, c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu de mesurer, mais finalement... Oui, si tu leur donnes un petit déjeuner, ils sont là. Ils sont là et ils disent à leurs parents, c'est l'heure. C'est l'heure d'aller le déjeuner. Est-ce que c'est les mêmes écoles? Vous allez toujours dans les mêmes écoles ou vous changez? Justement, là, c'est un projet pilote. Donc, on est dans la même école depuis 2019. Okay. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir le répliquer dans d'autres écoles. Et on les a déjà sélectionnés. Et il faut pouvoir... donc, on en a une en mai 2021, une autre en octobre en zone rurale. Et il faut pouvoir dérouler le programme. Voilà. Alors, l'idée, c'est quand même de vous concentrer sur des écoles qui sont situées dans des quartiers un peu plus précaires ou défavorisés. Parce que vous savez que ces enfants n'ont pas forcément, par leurs parents, les moyens d'avoir un déjeuner équilibré tous les matins. Ils ont à peine un repas par jour, souvent. Et il faut dire qu'ils ne sont absolument pas motivés à aller le ventre creux en classe. Voilà. Et comme disait notre feu président de la République, Félix Houphouët-Boigny, qui a faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. N'est pas un homme libre. Un enfant qui a faim est un enfant qui est fatigué en classe, qui dort et qui n'a absolument pas de motivation. Il n'a pas envie d'être là. Il n'a pas envie d'être là. Dernière question avant de passer à une autre partie de notre interview, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour ceux qui veulent partager, en tout cas avec vous, cette initiative ou même contribuer? Est-ce que vous avez un numéro? Tout à fait, très bonne question. Donc, le numéro de téléphone, c'est le plus 225 07 68 79 18 72. Et le site internet, c'est www.petitemain, au pluriel, -afrique.org. Voilà. Et on a aussi une page Facebook Petite Main Afrique. Voilà. Alors, Kétiane, on a pour rituel qu'on reçoit, donc, ça je ne l'avais pas dit au débrief tout à l'heure, de poser un certain nombre de questions, mais c'est très rapide, donc il faut répondre en 2 secondes. C'est le tac au tac, tout de suite. N'aie pas peur. On y va. Aloko, poulet ou garba? Aloko. Tissage ou naturel? Naturel, mais à la télé, tissage. Le rouge ou le bleu? Le rouge. Abidjan ou Paris? Quelle question. C'est Abidjan. Ah, c'est dur. Non, c'est dur. Ah, c'est dur. Paris, c'est ma ville de cœur. Ah, quand même. Ouais. Abidjan. Abidjan. Quand même, hein. Ouais, bon, alors, une destination de rêve, hormis ces 2 villes? Maldives. Bon choix. Maison ou boîte de nuit? Oh, maison. Maison, hein. Thé ou café? Thé. Businesswoman ou femme au foyer? Oh, businesswoman. Votre rêve le plus grand? J'en ai tellement. Je peux en dire 2. Oui, 2. Allez. Alors, c'est de devoir répliquer ce programme-là, le petit-déj de l'écolier à l'échelle nationale, internationale et continentale. Ça, c'est mon grand rêve. Et le deuxième rêve, pouvoir toujours garder cette joie de vivre et la transmettre autour de moi. C'est vrai, parce que j'allais dire, c'est quand même quelque chose qu'on remarque chez vous, c'est que vous avez le grand sourire, ça se voit que vous êtes heureuse de faire ce que vous faites. Oui. Et c'est pour ça que c'est encore plus louable, parce que ça se voit que c'est pas une corvée, quoi. C'est pas une corvée, surtout qu'on voit les résultats en face. Bah on se dit, on le fait pour quelque chose, les enfants sont contents. Il y a un impact qui est palpable et ça, c'est voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, votre sourire a illuminé le plateau. Merci. Et puis nous, on vous encourage vraiment. C'est tellement noble quand on voit. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Quoi. Tu ne peux pas te dire que l'enfant a forcément besoin de manger. Justement, et justement, j'aimerais que ceux qui veulent participer, donc des donateurs qui soient particuliers ou corporate aussi, très intéressants, pour nous accompagner sur le long terme, donc viennent vers nous pour qu'on partage avec eux les chiffres, et le plan, la vision. Exactement. Un résultat concret qui est là. Un résultat concret, voilà. On a toutes les données qui sont compilées. Voilà. Merci encore, Kétiane, d'avoir été avec nous. Alors n'hésitez pas, si vous voulez contribuer, c'est Petite Main Afrique-org. Non. Petitemain-afrique.org. Et sinon, Petite Main Afrique sur Facebook. Voilà. Ne bougez pas, on se retrouve juste après la pub. Merci beaucoup.
De retour sur le plateau des femmes d'ici. Et là, on va carrément changer de ton, n'est-ce pas Aurélie? Et oui, on passe à la rubrique Parlons Business avec Afou qui vient juste de nous rejoindre et qui va nous donner quelques astuces afin de savoir combien vous valez. En d'autres termes, quelle est votre valeur financière. C'est tout de suite dans Parlons Business. Hello les filles. Alors, t'étais où? Oui, ces apparitions en début d'émission. Trop de réunions, trop de choses à faire. Businesswoman. C'est ça, Businesswoman, effectivement. Alors, anyway, donc aujourd'hui, on va parler de votre valeur. Combien est-ce que vous valez? Parce qu'après, la plupart du temps, quand on parle plutôt des milliardaires, on a la Forbes list, donc on connaît plus même la valeur des stars. Oh, ce joueur-là, combien il a et tout. Mais nous-mêmes, bien sûr qu'on a de la valeur aussi. Quand on a d'argent. Voilà, exactement. Et moi, je pense que c'est encore plus pertinent quand tu en as moins. Comme ça, au moins, ça te permet d'analyser, de faire des prévisions et de savoir où tu vas. Parce que je pense que quand tu en as beaucoup, c'est bien de le savoir, mais après, 1 ou 2 millions sur des milliards, c'est rien, quoi, tu vois. Donc, sachant combien en vaut, c'est très, très important. Donc, la première partie, et ça, c'est vraiment un calcul très, très simple, c'est de vraiment regarder vos actifs, c'est-à-dire tout ce que vous possédez. Moi, par exemple, vos dettes, ou bien tout ce que vous devez, quel que soit à la banque ou bien à des tierces personnes. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, pour évaluer les actifs, il faut considérer tout ce que vous possédez, c'est-à-dire tout ce qui est en votre nom, que ce soit votre maison, votre voiture, même vos bijoux, tout ça, ça compte. Et après, il faut regarder aussi la valeur présente de ces actifs-là. Par exemple, on parle de dépréciation parce qu'une nouvelle voiture n'a pas le même prix qu'une voiture qui a peut-être conduit sur 2-3 ans. Dès qu'elle sort du garage, elle perd. Exactement, elle commence à perdre en valeur. Donc, vous voyez un peu le prix de la voiture à l'achat et puis moins les années et puis comment ça s'est dégradé et puis vous calculez la valeur de cette voiture-là. Donc, on fait un petit calcul simple parce que la plupart du temps, les gens sont là. Ah, mais comment est-ce que cette personne est... on dit qu'il a des milliards et tout. C'est pas forcément qu'il a des milliards sur lui, mais c'est sa valeur. Donc, si moi, je dis, par exemple, je rencontre une dame, je dis, bon, votre valeur, c'est autour de 15 millions. Elle dit, non, mais j'ai pas 15 millions sur mon compte. Mais c'est pas ça, au fait. Donc, je vous explique un peu. Si elle a un terrain, par exemple, qui coûte 7 millions, une voiture autour de 5 millions, après, elle a des meubles chez elle et tout ça, ça compte, que ce soit son frigidaire, sa télé, autour de 500 000. Elle a une épargne de 1,5. Donc ça, c'est la première des choses auxquelles on pense quand on pense à l'argent, à sa valeur. Mais ça compte. Et après, elle a des bijoux et peut-être des sacs de valeur et tout autour d'1 million. Donc là, effectivement, quand on calcule, on rajoute, ça fait autour de 15 millions. Donc ça, c'est sa valeur et c'est ce qu'elle vaut. Si on veut dire, si aujourd'hui, elle décide de tout vendre, et de avoir ça en liquidité, ce sera bien sûr 15 millions. Du coup, il faut faire estimer tout ça. Oui, il faut estimer et puis après, il faut être réaliste aussi. Et après, il y a ce qu'on appelle un discount factor, c'est-à-dire que c'est vrai que tout ça n'est pas forcément très liquide. Donc, quand je dis que son terrain a une valeur de 7 millions, c'est pas que demain, elle peut juste trouver quelqu'un et lui donner 7 millions. Donc, tu dois quand même peut-être souvent faire un discount d'autour de 10% pour dire que quand tu es dans le besoin, tu pourras peut-être diminuer ou bien ça prend un peu de temps pour vendre. Mais au moins, quand tu as cet esprit-là et que tu sais combien chaque chose que tu as vaut ou bien, je ne sais pas, quand... Peut-être il y a toujours des urgences dans la vie. Si, par exemple, il y a un décès ou bien tu dois payer les écoles de tes enfants, tu sais au moins que tu es bien en cette valeur-là. Maintenant, après, il y a une autre partie, et ça, c'est peut-être pour une autre rubrique ou chronique, on peut en parler. C'est vraiment la prévision sur votre salaire. C'est-à-dire, si tu es salarié et que tu sais que, par exemple, tu gagnes 500 000 par mois, et tu as un CDI, par exemple, donc tu sais que tu seras là-bas sur les prochaines années, tu peux calculer aussi combien est-ce que tu vas gagner sur les prochaines années et comment ça va rentrer dans tes actifs. Exactement. Et donc, c'est de projeter ça aussi. Donc, est-ce que vous connaissez votre valeur? Alors, donc, quand on calcule tous nos acquis, là, on calcule les perruques, tous les prix. Kadi, j'ai été précis. Des choses que tu peux revendre pour avoir de la liquidité. Oui, mais ça dépend, il y a des perruques de 300 000. Oui, bien sûr. Mais donc, tu comptes. Mais les sacs, par exemple, ça, bien sûr, surtout les sacs de marque, ça compte parce que ça a de la valeur. Et puis, surtout, il y a des biens, et c'est de comprendre aussi les biens. On a parlé des biens qui déprécient, c'est-à-dire les voitures, dès que tu les roules. Mais par exemple, on sait que les terrains et ce genre de choses, la valeur augmente en fonction du quartier, s'il y a peut-être une nouvelle voie qui se bitume dans le quartier. Donc, c'est de voir aussi quel bien prend de la valeur et quel bien aussi déprécie. Donc, par exemple, si tes perruques, maintenant, tu as payé à 100 000 et dans 10 ans, on ne trouve plus, tu peux vendre plus cher, bah vas-y, quoi. C'est clair. Moi, je veux savoir, quand tu fais le calcul de tous tes actifs, est-ce qu'avec ça, tu as la possibilité d'aller à la banque pour dire, voilà, j'ai ça,
est-ce que je peux avoir un crédit à la hauteur de la valeur de ce que j'ai? Bien sûr. C'est possible. Oui, je sais que les microfinances, ils vont peut-être pas prendre les perruques, les bijoux, les maisons. Mais effectivement, quand tu vas vendre un prêt, tout ce qui est vraiment actif, qui peuvent évaluer et physiquement voir. Et même quand vous avez des business, vous avez une activité, vos équipements, vos matériels, vos machines, tout ça, ça compte. Parce que la banque veut se dire, c'est exactement le même processus que je viens d'expliquer. Si demain, tu n'arrives plus à payer ce prêt-là, qu'est-ce que je peux récupérer pour m'aider à amortir cet investissement que j'ai fait? Et donc, c'est surtout ça. Alors, ça fluctue une valeur financière. Alors... Et on espère toujours dans le positif. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut estimer relativement fréquemment? Par exemple, tous les 5 ans, il faut voir comment moi, vous savez, je suis au CD, donc chaque année, je revois un peu si mes biens ont augmenté, où j'en suis, qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je vais acheter, comment je vais investir. Parce que tout ça va ensemble. Ça, en fonction de ta valeur et de les objectifs que tu te fixes, tu décides de combien tu veux investir dans les prochains mois ou prochaines années. C'est trop bien. Chaque année. Mais ça, là, nous, on a de vraies valeurs. On ne se rend même pas compte. Oui, exactement. Allez-y calculer. Peut-être vous allez être sur la liste de Forbes, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Afou, pour cette apparition furtive sur le plateau des femmes d'ici aujourd'hui. Je vous laisse aujourd'hui, mais on se reverra la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Et merci à vous de nous avoir suivis tout le long de cette édition des femmes d'ici. On se retrouve demain sur le même plateau et sur la chaîne LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Surtout, passez une excellente fin de journée. À demain.